La maison du juge Faris donnait sur un cimetière. Larry et lui avaient dîné ensemble. Assis sous la véranda, derrière la maison, ils fumaient des cigares en regardant le coucher de soleil virer à l'orange pâle au-dessus des montagnes. Quand j'étais enfant, dit le juge, nous vivions à côté du plus beau cimetière de l'Illinois. On l'appelait le Mont de l'Espoir, figurez-vous. Et tous les soirs, après le dîner, mon père, qui était alors dans la soixantaine, sortait se promener, et je l'accompagnais parfois. Et si notre promenade nous conduisait devant cette nécropole magnifiquement entretenue, il me disait « Qu'est-ce que tu crois, Teddy? Est-ce qu'il y a de l'espoir ?» Et je lui répondais invariablement « Oh oui, il y a le mont de l'espoir. » Chaque fois, il éclatait de rire, comme si c'était la toute première fois. J'ai souvent eu l'impression que nous nous promenions devant ce champ de Maccabée uniquement pour répéter une fois de plus cette plaisanterie. Mon père était riche, mais son répertoire de blagues était passablement pauvre. C'était, je crois, la plaisanterie la plus drôle qu'il connaissait. Le juge fumait, la tête penchée, rentrée entre ses deux épaules. Il est mort en 1937, reprit-il. Je n'étais pas encore sorti de l'adolescence, et il m'a toujours manqué depuis. Un enfant n'a pas besoin d'un père, mais d'un bon père. Pas d'espoir, sauf le monde de l'espoir. Oh, comme il aimait répéter cette blague. Il avait 78 ans quand il est mort, une mort royale, Larry. Il était assis sur le trône, dans la plus petite pièce de notre maison, son journal sur les genoux. Ne sachant trop quoi dire après ce bizarre accès de nostalgie, Larry s'abstint de tout commentaire. Le juge poussa un soupir. « Nous allons avoir bientôt une vraie petite ville ici, dit le juge. Je veux dire, si vous arrivez à remettre la centrale électrique en marche. Si vous n'y arrivez pas, les gens vont s'énerver et partir au sud avant que le mauvais temps ne leur tombe sur le rable. » Ralph et Brad disent que ça va marcher, dit Larry, et je leur fais confiance. Eh bien, espérons que votre confiance est fondée, dit le juge. Et finalement, c'est peut-être aussi bien que la vieille dame soit partie. Elle en avait peut-être conscience. Les gens doivent peut-être être libres de décider par eux-mêmes s'ils voient un phare ou une étoile dans le ciel, s'ils voient un fantôme dans la forêt ou la silhouette d'un arbre. Vous me comprenez, Larry ? Non, monsieur. Honnêtement, pas très bien. Je me demande, reprit le juge, si nous avons vraiment besoin de réinventer toute cette histoire ennuyeuse des dieux, des sauveurs et des au-delà avant de réinventer la chasse d'eau. Voilà ce que je veux dire. Je me demande si le moment est bien choisi pour penser aux dieux. Et est-ce que vous croyez qu'elle est morte demanda Larry. Elle est partie depuis 6 jours maintenant, répondit le juge. Le comité de recherche n'a pas trouvé un seul indice. Oui, je crois qu'elle est morte, mais je n'en suis pas totalement sûr. C'est une femme étonnante, qui sortait complètement de tout cadre rationnel, et l'une des raisons pour lesquelles je suis presque content qu'elle soit partie, c'est que je suis un vieux radoteur pétri de rationalité. J'aime ma petite routine quotidienne, arroser mon jardin. Avez-vous vu comme les bégonias sont repartis? J'en suis très fier. Lire mes livres, prendre des notes pour le livre que je compte écrire sur l'épidémie. J'aime faire toutes ces choses, puis prendre un verre de vin avant de me coucher et m'endormir l'esprit en paix. Oh oui, aucun d'entre nous ne veut voir des signes et des présages, même si nous raffolons des histoires de fantômes et des films d'horreur. Personne d'entre nous ne veut réellement voir une étoile se lever à l'Orient ou une colonne de feu se dresser dans la nuit. Nous voulons la paix, le rationalisme et la routine. S'il nous faut voir Dieu dans le visage noir d'une vieille femme, immanquablement nous nous souvenons qu'il existe un démon pour chaque dieu, et que notre démon est peut-être plus près de nous que nous ne le souhaiterions. Eh bien, c'est ce qui m'a amené ici, dit Larry, horriblement gêné. Il aurait donné n'importe quoi pour que le juge ne parle pas de son jardin, de ses livres, de ses notes, du verre de vin qu'il prenait avant de se coucher. Il avait eu un éclair de génie lors d'une réunion avec des amis. Le cœur léger, il avait fait une proposition. Et maintenant, il se demandait comment continuer sans donner l'impression d'être un crétin cruel et opportuniste. « Mais je sais pourquoi vous êtes ici, dit le juge, et j'accepte. » Larry sursauta dans son fauteuil de rotin qui grinça. « Mais qui vous en a parlé ?» demanda Larry. « En principe, c'est un secret. Si un membre du comité a tout raconté, nous sommes dans de beaux draps. » Le juge leva sa main, constellée de taches brunâtres. Ses yeux brillaient malicieusement au milieu de son visage usé par le temps. « Oh, tout doux, mon garçon, tout doux. Aucun membre du comité ne m'a dit quoi que ce soit, que je sache en tout cas. Et pourtant, j'ai de grandes oreilles. Non, je me suis murmuré ce secret à moi-même.
Pourquoi êtes-vous venu ce soir? Votre visage se lit comme un livre, Larry. J'espère que vous ne jouez pas au poker. Lorsque j'ai parlé tout à l'heure de mes petits plaisirs tout simples, j'ai vu votre visage se décomposer. Une expression de stupeur plutôt comique. Ah bon, c'est drôle, demanda Larry. Et qu'est-ce que je devais faire? Avoir l'air content de m'envoyer à l'ouest, continua le juge d'une voix douce, pour reconnaître le terrain, pour espionner. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout, dit Larry. Vous savez, dit le juge, je me demandais quand cette idée ferait surface. C'est une décision extrêmement importante, naturellement, tout à fait nécessaire, si nous voulons donner à la zone libre une chance de survivre. Nous ne savons pas vraiment ce qui se passe de l'autre côté. L'homme noir pourrait aussi bien se trouver de l'autre côté de la Lune. Oui, s'il est vraiment là-bas, dit Larry. Oh oui, il est là-bas, dit le juge, sous une forme ou une autre, mais il est là, vous pouvez en être sûr. Le vieil homme sortit une pince à ongles de la poche de son pantalon et se mit au travail. Le bruit sec de la pince ponctuait ses phrases. Mais dites-moi, est-ce que le comité s'est posé la question de savoir ce qui se passerait si nous préférions rester là-bas? Larry regarda le vieil homme, interloqué, puis il répondit qu'à sa connaissance, personne n'y avait pensé. Je suppose qu'ils ont de l'électricité, reprit le juge d'une voix faussement nonchalante. Ce n'est pas sans attrait pour certains, vous savez. Par exemple, cet homme qui est parti, Impening, il est manifestement de cet avis. Oh, bon débarras, dit Larry, c'était un emmerdeur. Le juge rit de bon cœur. Bon, reprit-il, je vais m'en aller demain. Je vais prendre une Land Rover, je crois, au nord, en direction du Wyoming, puis à l'ouest. Grâce à Dieu, je peux encore conduire. Je vais traverser en ligne droite l'Idaho, vers le nord de la Californie. Le voyage devrait me prendre une quinzaine de jours, plus pour rentrer, parce qu'au retour, il y aura peut-être de la neige. Oui, nous avons parlé de cette possibilité, dit Larry. Et je suis vieux, ajouta le juge. Les vieillards sont particulièrement exposés aux accidents cardiaques et aux accès de stupidité. Mais je suppose que je ne serai pas le seul à partir. Eh bien, fit Larry. Ah, oh, pardon, vous ne devez pas en parler. Je retire ma question. Écoutez, vous pouvez refuser, dit Larry. Personne ne vous force. Essayerez-vous de décharger votre responsabilité sur moi? Demanda le juge d'une voix sèche. Peut-être, dit Larry. Je me dis peut-être que vos chances de revenir sont de 1 sur 10, et vos chances de revenir avec des renseignements qui puissent vraiment nous permettre de prendre des décisions de 1 sur 20. J'essaye peut-être tout simplement de dire d'une façon détournée que j'ai peut-être fait une erreur. Vous êtes peut-être trop vieux. Je suis trop vieux pour courir les aventures, répondit le juge en remettant la pince à ongles dans sa poche. Mais j'espère ne pas être trop vieux pour faire ce que je crois devoir faire. Je connais une vieille femme qui est maintenant sans doute morte quelque part, d'une mort misérable, parce qu'elle croyait que c'était ce qu'elle devait faire. Poussée par une sorte de folie religieuse, j'en suis convaincu. Mais les gens qui s'efforcent de faire ce qu'ils croient être bon paraissent toujours fous. Non, je vais y aller. Je vais avoir froid, mes intestins vont me faire des misères, je me sentirai seul. Mes bégonias me manqueront, mais je n'oublierai pas d'être malin, croyez-moi. Le vieil homme regarda Larry, et ses yeux brillaient dans l'obscurité. Oh, j'en suis sûr, répondit Larry, qui sentit des larmes chaudes lui picoter le coin des yeux. Mais comment va Lucie? Demanda le juge, signifiant ainsi qu'il ne voulait plus parler de son départ. Oh, très bien, répondit Larry. Nous allons tous les deux très bien. Pas de problème? Demanda le juge. Non. Mais Larry pensait à Nadine. Quelque chose, dans le désespoir qu'il avait vu en elle lors de leur dernière rencontre, le troublait encore profondément. Tu es ma dernière chance, avait-elle dit. Curieuse parole, presque suicidaire. Mais sur quelle aide pouvait-elle compter? Psychiatrie? Quelle blague! Le seul omnipraticien s'entendait surtout à soigner les chevaux, et le numéro SOS ne répondait plus. Je suis content que vous soyez avec Lucie, dit le juge, mais ne vous inquiétez pas à propos de l'autre femme, j'ai l'impression. Oui, c'est exact, dit Larry. La suite ne voulait pas venir, mais parler de cela avec quelqu'un d'autre lui faisait du bien. Je crois qu'elle pense peut-être se suicider, pas simplement à cause de moi, s'empressa-t-il d'ajouter. N'allez pas croire que je pense qu'une fille puisse se tuer simplement parce qu'elle ne peut pas s'envoyer Larry Underwood, dit le super étalon.
Mais le garçon dont elle s'occupait est sorti de sa coquille, et je crois qu'elle se sent seule maintenant que personne ne dépend plus d'elle. Si sa dépression devient chronique et cyclique, elle pourrait effectivement se tuer, répondit le juge, avec une indifférence glacée. Larry le regarda, presque choqué. Mais vous ne pouvez pas vous partager, reprit le juge, n'est-ce pas? Oui, vous avez raison, dit Larry. Et votre choix est fait? Demanda le juge. Oui. Pour de bon? Oui, je crois. Alors prenez-vous en main, dit le juge, qui parut infiniment soulagé. Pour l'amour de Dieu, Larry, mûrissez un peu, prenez de l'aplomb. L'excès est mauvais en toute chose, mais vous devez absolument prendre un peu d'aplomb pour ne pas vous laisser balayer par vos scrupules. Votre âme a besoin d'une bonne crème solaire, comme votre peau en plein été. Vous ne pouvez être maître que de votre âme, et de temps en temps, un imbécile de psychologue viendra vous dire que vous n'en êtes même pas capable. Mûrissez donc. Lucie est une femme très bien. Vous rendre responsable d'autre chose que de votre âme et de la sienne, c'est trop vouloir embrasser, défaut qui n'a cessé de conduire l'humanité au bord du désastre. J'aime parler avec vous, dit Larry, qui fut étonné et amusé de la candeur de sa remarque. Probablement parce que je vous dis exactement ce que vous souhaitez entendre, répondit le juge d'une voix sereine. Vous savez, il y a bien des moyens de se suicider. Avant longtemps, Larry allait avoir l'occasion de se souvenir de cette phrase en d'amères circonstances. À 8h15 le lendemain matin, le camion d'Harold quittait la gare routière. Harold, Weisac et deux autres étaient assis à l'arrière. Norman Kellogg et un autre homme s'étaient installés dans la cabine. Ils se trouvaient au carrefour de la rue Arapahoe et de Broadway lorsqu'ils virent une Land Rover s'avancer lentement vers eux. « Où allez-vous donc, monsieur le juge » cria Weisac en agitant le bras. Le juge, plutôt comique dans sa chemise de laine et son blouson, se rangea le long du trottoir. « Je me suis mis en tête de passer la journée à Denver, répondit-il d'un air narquois. « Et vous croyez y arriver avec cet engin » demanda Weisac. « J'en ai bien l'intention, si j'évite les grandes routes, répondit le juge. « Parfait, dit Weisac. Et si vous passez devant une librairie porno, ça vous dérangerait de remplir votre coffre ?» La plaisanterie fit rire tout le monde, même le juge, sauf Harold. Il avait l'air hagard. Son teint était cireux, comme s'il filait un mauvais coton. En fait, il n'avait pratiquement pas dormi. Nadine avait été à la hauteur de ses promesses, et elle avait réalisé plus d'un de ses rêves durant la nuit. Des rêves du type mouillé, inutile sans doute de le préciser. Il attendait déjà la nuit prochaine avec impatience, et la sortie de Weisac ne lui parut pas valoir qu'un fantôme de sourire, maintenant qu'il avait expérimenté la pornographie en vraie grandeur. Nadine dormait quand il était parti. Avant qu'ils ne mettent un terme à leurs ébats, vers 2 heures, elle lui avait dit qu'elle voulait lire son journal. « Vas-y si tu en as envie, lui avait-il répondu. Peut-être se mettait-il à sa merci, mais la soirée avait été trop mouvementée pour qu'il ait les idées claires. En tout état de cause, c'était le meilleur texte qu'il avait écrit de toute sa vie, et le facteur qui le décida vraiment était qu'il voulait, non qu'il avait besoin que quelqu'un d'autre le lise, savoure son travail. Kellogg sortit la tête par la portière du camion. « Et vous allez faire attention, Pépé, d'accord? Il y a de drôles de types sur les routes ces temps-ci. »« Ah, à qui le dites-vous » répondit le juge, avec un étrange sourire. « Je vais faire attention, soyez-en sûrs. Et je vous souhaite une bien bonne journée, messieurs, et à vous aussi, monsieur Weisac. » Un autre grand éclat de rire, et ils se séparèrent. Le juge ne prit pas la direction de Denver. Lorsqu'il arriva à la route 36, il traversa pour prendre la 7. C'était une belle matinée ensoleillée, et sur cette route secondaire, les voitures immobilisées n'étaient pas assez nombreuses pour l'empêcher de passer. Ce ne fut pas la même chose lorsqu'il arriva à Brington. Pour éviter un colossal embouteillage, il lui fallut sortir de la route et traverser un terrain de football. Puis il continua en direction de l'est jusqu'à l'autoroute A25. Un virage à droite l'aurait conduit à Denver, mais il tourna à gauche vers le nord et s'engagea sur la rampe d'accès. À mi-pente, il se mit au point mort et regarda de nouveau sur sa gauche, à l'ouest, là où les rocheuses se dressaient sereinement dans le ciel bleu, dominant Boulder de leur masse imposante. Il avait dit à Larry qu'il était trop vieux pour courir les aventures. Dieu lui pardonne, mais c'était un gros mensonge. Son cœur n'avait pas battu avec autant d'entrain depuis au moins 20 ans.
L'air n'avait jamais été aussi doux, les couleurs ne lui avaient jamais paru aussi vives. Il allait suivre la A25 jusqu'à Cheyenne, puis prendre à l'ouest, vers ce qui l'attendait derrière les montagnes. Sa peau, devenue sèche avec l'âge, se hérissa pourtant à cette pensée. La A80 vers l'ouest jusqu'à Salt Lake City, puis traverser le Nevada jusqu'à Reno. Ensuite, il repartirait au nord, mais c'était sans importance. Quelque part entre Salt Lake City et Reno, peut-être plus tôt, on l'arrêterait et on l'enverrait probablement ailleurs pour l'interroger. Et tôt ou tard, une invitation lui serait sans doute faite. Il était même pensable qu'il rencontre l'homme noir en personne. « Bon allez, vas-y mon vieux, dit-il doucement. Il passa la première et commença à descendre vers l'autoroute. 3 voies se dirigeaient vers le nord, toutes à peu près dégagées. Comme il l'avait deviné, les embouteillages et les accidents qui s'étaient produits à Denver et aux environs avaient eu pour effet de gêner la circulation, si bien qu'il n'y avait presque pas de voitures dans ce sens. C'était le contraire de l'autre côté de la bande médiane. Pauvre fou qui s'en était allé vers le sud, dans le fol espoir que la situation n'y serait pas aussi tragique. Tout allait donc bien, pour le moment du moins. Le juge Faris roulait, heureux de ce départ. Il avait mal dormi la nuit précédente. Il allait mieux dormir ce soir, à la belle étoile, son vieux corps emmitouflé dans 2 sacs de couchage. Il se demanda s'il reverrait jamais Boulder, et se dit que c'était sans doute assez peu probable. Pourtant, il se sentait pris d'une sorte d'ivresse. Ce fut un des plus beaux jours de sa vie. Tôt, dans l'après-midi, Nick, Ralph et Stu se rendirent à bicyclette jusqu'à la petite maison où Tom Cullen vivait tout seul. La maison de Tom était déjà devenue une attraction pour les plus anciens nouveaux habitants de Boulder. Stan Nogotny disait de cette maison que c'était comme si les catholiques, les baptistes et les adventistes du 7e jour s'étaient alliés aux démocrates et aux fidèles du très respectable Moon pour créer chez Tom Cullen une sorte de Disneyland politico-religieux. La pelouse, qui s'étendait devant la maison, offrait un étrange assortiment de statues. On y voyait une douzaine de Vierges Marie, certaines apparemment en train de donner à manger à des troupeaux de flamants roses en plastique. Le plus grand dépassait Tom d'une bonne tête et se tenait debout sur une patte terminée par 4 crampons qui s'enfonçaient dans la terre. Il y avait aussi un gigantesque faux puits dans lequel un grand Jésus phosphorescent en plastique se tenait debout, les mains étendues, bénissant les flamants roses. À côté, on voyait également une grosse vache de plâtre en train de s'abreuver dans un bassin où les oiseaux venaient prendre leur bain. La porte s'ouvrit à toute volée et Tom sortit à leur rencontre torse nu. À cette distance, pensa Nick, avec ses yeux bleus clairs et cette grosse barbe roussâtre, on aurait pu prendre Tom pour un écrivain ou un peintre extraordinairement viril. Mais de plus près, vous abandonniez cette idée en faveur d'une image un peu moins intellectuelle. Tout au plus un artisan de la contre-culture qui prend le kitsch pour de l'originalité. Et de très près, quand vous le voyiez sourire et parler à toute vitesse, vous compreniez sans l'ombre d'un doute qu'il manquait une bonne couche d'isolant dans le grenier de Tom Cullen. Nick savait que l'une des raisons pour lesquelles il se sentait proche de Tom était qu'on l'avait pris lui aussi pour un arriéré mental. D'abord parce que son handicap l'avait empêché d'apprendre à lire et à écrire, ensuite parce que les gens supposaient qu'un sourd-muet devait nécessairement être attardé. Il avait tout entendu. Il lui manque une vis, ramolli du ciboulot, une araignée au plafond. Il a un petit grain, il travaille du chapeau. Et par ordre alphabétique, cinglé, sinoc, cintré, dingo, fada, loufoque, louvdingue, maboule, marteau, piqué, siphonné, sonné, tapé, timbré, toc-toc, toqué, tordu, zinzin. Il se souvenait de ce soir où il s'était arrêté prendre quelques bières chez Zach, le sale bistrot qui se trouvait à la sortie de Choyo. La nuit où Ray et ses copains lui avaient sauté dessus. À l'autre bout du bar, le garçon se penchait pour dire quelque chose à l'oreille d'un client. Sa main couvrait presque sa bouche, si bien que Nick n'avait pu saisir que quelques fragments de ce qu'il avait dit. Mais il ne lui en avait pas fallu davantage pour comprendre. Sourd-muet, probablement attardé, presque tous ces types le sont. Mais toutes ces vilaines expressions dont on se servait pour parler de l'arriération mentale, une convenait tout à fait à Tom Cullen. Nick l'avait souvent employée à son sujet, avec toute la compassion dont il était capable dans le silence de son cœur. Et cette expression était la suivante. Il lui manque une case. Ou plusieurs. Oh oui, c'était bien ça. Tom jouait aux cartes avec un jeu incomplet.
et ce qu'il y avait de dommage dans le cas de Tom, c'est qu'il lui manquait bien peu de cartes, et des petites par-dessus le marché. Un 2 de carreau ou un 3 de trèfle, quelque chose du genre. Mais sans ces cartes, vous ne pouviez tout simplement pas jouer. Sans elles, vous ne pouviez même pas réussir une patience. Nicky hurla Tom. Comme je suis content de te voir. Oh putain, ça oui. Tom Cullen est content. Il sauta au cou de Nick, qui sentit une larme picoter son œil malade derrière le bandeau noir qu'il portait encore lorsque le soleil était très vif comme aujourd'hui. Et Ralph aussi, reprit Tom. Et celui-là, toi tu es. Attendez. Je m'appelle. Commenças-tu? Mais Nick l'arrêta d'un geste de la main gauche. Il se servait de procédés mnémotechniques avec Tom, et la méthode semblait donner des résultats. S'il parvenait à associer une chose connue à un nom dont il voulait se souvenir, le déclic se produisait assez souvent. Nick sortit son bloc-notes de sa poche et commença à écrire quelque chose, puis il le tendit à Ralph, qui le lut à haute voix. « Comment appelle-t-on quelqu'un qui est idiot ?» Tom se figea. Son visage se vida de toute expression. Sa bouche s'ouvrit mollement, l'image même de l'idiot du village. Stu était mal à l'aise. Nick, tu ne crois pas qu'on devrait. Stupide s'exclama Tom, qui se mit aussitôt à gambader. Stu est stupide. Oh non, il s'appelle Stu. Tom regarda Nick pour voir sa réaction, et Nick lui fit un V de la victoire. Oh oui, putain, Stu, comme stupide. Tom Cullen sait ça, tout le monde sait ça. Nick montra du doigt la porte de la maison. Tu veux entrer? Oh, sûr que oui, ça oui, tous on va entrer. Tom a décoré sa maison. Ralph et Stu échangèrent un regard, tandis qu'ils montaient les marches de l'entrée, derrière Nick et Tom. Le pauvre garçon était toujours en train de décorer. Il ne meublait pas, car la maison était naturellement meublée lorsqu'il s'y était installé. L'intérieur ressemblait maintenant à une de ces fantastiques illustrations qu'on trouve dans les livres d'enfants, illustrations qui ne peuvent sortir que de la plume de dessinateur à l'esprit passablement dérangé. Une énorme cage dorée, où un perroquet empaillé, vert laitue, attendait patiemment, les pattes solidement ficelées au perchoir, étaient suspendues juste derrière la porte d'entrée, et Nick dut se baisser pour passer dessous. Non, pensa Nick, Tom ne décore pas sa maison n'importe comment, sinon elle n'aurait pas été plus étonnante qu'une boutique de brocanteur. Mais il y avait quelque chose d'autre ici, quelque chose qui semblait à peine hors de portée d'un esprit ordinaire. Au-dessus de la cheminée du salon, une collection de stickers et de cartes de crédit était artistiquement disposée sur un grand panneau carré. Carte Visa acceptée, espèce ou Mastercard. American Express ne partez pas sans elle. Diners Club. La question qui se posait était la suivante. Comment Tom savait-il que tous ces stickers faisaient partie d'un même ensemble fini, comme on dit en algèbre moderne? Il ne savait pas lire. Et pourtant, il avait compris que ces stickers avaient tous un dénominateur commun. Une grosse bouche d'incendie en plastique était posée sur la table à café. Sur l'appui de la fenêtre, un gyrophare de voiture de police réfléchissait la lumière du soleil en larges éventails d'un bleu froid sur le mur. Tom leur fit les honneurs de sa maison. Au sous-sol, la salle de jeu était remplie d'animaux empaillés que Tom avait trouvés chez un taxidermiste. Accrochés à une corde à piano pratiquement invisible, des oiseaux semblaient voler, hiboux, faucons, et même un aigle d'Amérique au plumage mité qui avait perdu l'un de ses yeux de vert jaune. Une marmotte se dressait sur ses pattes de derrière dans un coin, un écureuil dans l'autre, un sconce dans le troisième et une belette dans le dernier. Au milieu de la pièce se trouvait un coyote, centre d'attention de tous les autres petits animaux. La rampe de l'escalier était enrubannée avec du papier collant à rayures rouges et blanches, comme une enseigne de coiffeur. Dans le couloir du premier, des avions de chasse en plein vol, accrochés eux aussi à des cordes à piano. Fokker, Spad, Stuka, Spitfire, Zero, Messerschmitt. Le sol de la salle de bain était peint à l'émail bleu clair, et sur cette mer artificielle voguaient les nombreux petits bateaux de Tom autour de 4 îles et d'un continent en porcelaine blanche. Les 4 pattes de la baignoire et le socle de la cuvette des WC. La visite terminée, Tom les raccompagna au rez-de-chaussée, où ils s'assirent au-dessous du collage des cartes de crédit et en face d'une photo en 3 dimensions de John et Robert Kennedy sur fond de nuages dorés. Les 2 frères sont réunis au ciel, annonçait la légende. Vous aimez les décorations de Tom? Vous les trouvez jolies? Oh, c'est très joli, répondit Stu. Mais dis-moi, ces oiseaux en bas, ils ne font jamais de bêtises?
Oh putain, non répliqua Tom, étonné. Ils sont remplis de sueur de bois. Nick tendit un message à Ralph. Écoute, Tom, Nick voudrait savoir si tu veux bien qu'on fasse encore de l'hypnotisme, comme l'autre jour avec Stan. Mais cette fois, c'est important, et ce n'est plus un jeu. Nick dit qu'il t'expliquera plus tard. On y va dit Tom. Tu as très envie de dormir, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, répondit Ralph. Et vous voulez que je regarde encore la montre? Oh, ça me dérange pas. Vous savez, quand vous la faites balancer, très envie. Sauf que j'ai pas très envie de dormir. Oh, putain, non. Je suis allé au lit très tôt hier soir. Tom Cullen va toujours au lit très tôt, parce qu'il n'y a pas de télé. Tom, est-ce que tu voudrais voir un éléphant lui demanda Stu tout doucement. Tom ferma immédiatement les yeux. Sa tête bascula en avant, sa respiration se fit plus lente, plus profonde. Stu le regardait, stupéfait. Nick lui avait demandé de prononcer la phrase clé, mais Stu n'aurait jamais cru qu'elle produirait si vite ce résultat. Hein, c'est comme un poulet quand on lui met la tête sous l'aile, dit Ralph. Nick remit à Stu le script qu'il avait préparé. Stu regarda longuement Nick, qui ne détourna pas les yeux, puis hocha gravement la tête pour lui faire signe de continuer. Tom, tu m'entends demanda Stu. Oui, je t'entends, répondit Tom d'une voix étrange. Stu leva les yeux. Ce n'était pas la voix habituelle de Tom, mais il n'aurait pas pu dire exactement pourquoi. Elle lui rappelait quelque chose qui était arrivé lorsqu'il avait 18 ans, le jour de la remise des diplômes au lycée. Ils étaient dans le vestiaire des garçons, avant la cérémonie, tous ses camarades qu'il connaissait depuis le premier jour de l'école maternelle, dans au moins 4 cas, la plupart des autres depuis presque aussi longtemps. Et un instant, il avait vu à quel point ses visages avaient changé. Il était debout sur les carreaux du vestiaire, sa cravate à la main. Cette vision du changement l'avait fait frissonner alors, comme elle le faisait frissonner maintenant. Les visages qu'il avait regardés n'étaient plus des visages d'enfants, mais ils n'étaient pas encore devenus des visages d'hommes. C'étaient des visages dans les limbes, des visages en suspens entre deux états parfaitement définis. Et cette voix qui sortait des ombres du subconscient de Tom Cullen ressemblait à ces visages, si ce n'est qu'elle était infiniment plus triste. Stu pensa que c'était la voix d'un homme qui n'allait jamais être un homme. Les autres attendaient. « Je m'appelle Stu Redman, Tom. »« Oui, Stu Redman. »« Et Nick est ici. »« Oui, Nick est ici. »« Ralph Brentner est ici, lui aussi. »« Oui, Ralph est ici aussi. »« Et nous sommes tous tes amis. »« Je sais. »« Nous voudrions que tu fasses quelque chose, Tom, pour la zone. C'est dangereux. »« Dangereux. » Le visage de Tom se troubla, comme l'ombre d'un nuage traversant lentement un champ de blé mûr. « Il va falloir que j'aie peur. Il va falloir. » Mais la voix de Tom s'éteignit et il soupira. Stu se retourna vers Nick, troublé. Nick articula silencieusement « Oui. »« C'est lui, » dit Tom en poussant un profond soupir. Un soupir qui ressemblait au bruit que fait le vent froid de novembre dans un bois de chêne dépouillé de leurs feuilles. Stu sentit un frisson au fond de sa poitrine. Ralph était pâle. « Qui ça, lui, Tom ?» demanda doucement Stu. « Flagg. Il s'appelle Randy Flagg, l'homme noir. Vous voulez que je... » Encore un soupir, amer, très long. « Mais comment le connais-tu, Tom ?» La question n'était pas prévue dans le script. « Les rêves. Je vois sa figure dans les rêves. »« Je vois sa figure dans les rêves. Mais aucun d'eux n'avait vu son visage. Il était toujours caché. »« Tu le vois ?» demanda Stu. « Oui. »« Et à quoi ressemble-t-il, Tom ?» Stu crut qu'il n'allait pas répondre, et il se préparait à revenir au script quand Tom se remit à parler. « Il ressemble à tous les gens qu'on voit dans la rue. Mais quand il sourit, les oiseaux tombent morts des fils du téléphone. Lorsqu'il vous regarde d'une certaine manière, votre prostate s'enflamme et vous fait mal quand vous urinez. L'herbe jaunit et meurt là où il crache. Il est toujours dehors. Il est venu du temps, il ne se connaît même pas lui-même. Il porte le nom d'un millier de démons. Jésus l'a transformé un jour en troupeau de cochons.
Il s'appelle Légion, et il a peur de nous. Nous sommes à l'intérieur, mais il connaît la magie, il peut appeler les loups, habiter les corneilles. Il est le roi de nulle part, mais il a peur de nous. Il a peur de l'intérieur. Tom se tut. Les trois hommes se regardaient, pâles comme la mort. Ralph avait enlevé son chapeau et le pétrissait nerveusement. Nick se cachait les yeux avec la main. La gorge de Stu était devenue râpeuse comme du verre pilé. Il s'appelle Légion, il est le roi de nulle part. Est-ce que tu peux nous dire autre chose sur lui demanda Stu. Seulement que j'ai peur de lui, moi aussi. Mais je vais faire ce que vous voulez. Tom a si peur. Et ce terrible soupir, encore. Tom, dit soudain Ralph, est-ce que tu sais si mère Abigail est encore vivante? Le visage de Ralph était tendu, comme le visage d'un homme qui mise tout sur les dés qu'il vient de jeter. Elle est vivante. Ralph se recula contre le dossier de sa chaise en prenant une grande respiration. Mais elle n'est pas encore avec Dieu, ajouta Tom. Pas encore avec Dieu? Et pourquoi pas, Tom? Demanda Ralph. Elle est dans le désert. Dieu l'a emportée dans le désert. Elle ne craint pas la terreur qui vole à l'heure du midi, ni la terreur qui rampe à l'heure de minuit. Le serpent ne saurait pas la mordre, pas plus que l'abeille l'a piquée. Mais elle n'est pas encore avec Dieu. Ce n'est pas la main de Moïse qui fit jaillir l'eau du rocher. Ce n'est pas la main d'Abigaël qui va renvoyer les belettes le ventre vide. Il faut avoir pitié d'elle. Elle verra, mais elle verra trop tard. Et il y aura la mort, sa mort à lui. Elle mourra du mauvais côté du fleuve, et elle... Oh, faites-le arrêter, gémit Ralph. Vous ne pouvez pas le faire arrêter? Tom, dis-tu. Oui. Es-tu le Tom que Nick a rencontré en Oklahoma? Es-tu le même Tom que nous connaissons lorsque tu es réveillé? Oui, mais je suis plus que ce Tom-là. Je ne comprends pas, dis-tu. Il bougea un peu, mais son visage endormi resta parfaitement calme. Je suis le Tom de Dieu. Stu faillit laisser tomber les notes de Nick. Tu dis que tu feras ce que nous voulons? Oui. Mais est-ce que tu vois, est-ce que tu crois que tu reviendras? Ce n'est pas à moi de le voir, ni de le dire. Où dois-je aller? À l'ouest, Tom, dis-tu. Tom poussa un gémissement qui fit se dresser les cheveux de Stu. Vers quoi allons-nous l'envoyer? Peut-être le savait-il? Peut-être y avait-il été lui-même, dans le Vermont, dans ce labyrinthe de couloirs où l'écho lui faisait croire qu'on le suivait, qu'on le rattrapait. À l'ouest, dit Tom. À l'ouest. Oh oui. Nous t'envoyons pour regarder, Tom, reprit Stu. Pour regarder et pour observer. Et ensuite pour revenir. Oui, revenir et tout raconter. Tu peux faire ça? Demanda Stu. Oui, sauf s'ils me prennent et s'ils me tuent. Stu fit une grimace, et tous les autres aussi. Tu partiras tout seul, Tom. À l'ouest, toujours à l'ouest. Tu sauras trouver l'ouest? Oui, là où le soleil se couche. Oui, c'est ça, dit Stu. Et si quelqu'un te demande pourquoi tu es là, voilà ce que tu vas répondre. Ils t'ont chassé de la zone libre. Ils m'ont chassé. Oui, ils ont chassé Tom. Ils l'ont mis sur la route. Parce que tu es faible d'esprit, continua Stu. Ils ont chassé Tom parce que Tom est faible d'esprit. Et parce que tu pourrais avoir une femme et que la femme pourrait avoir des enfants idiots. Des enfants idiots, comme Tom. L'estomac de Stu protestait violemment. Sa tête lui pesait comme du plomb, comme s'il souffrait d'une terrible gueule de bois. Allez, Tom, dis Stu, répète ce que tu vas dire si quelqu'un te demande ce que tu fais à l'ouest. Ils ont chassé Tom parce qu'il est faible d'esprit. Oh putain, oui. Ils avaient peur que j'aie une femme, comme on a une femme avec son zizi dans le lit, et que je lui fasse des petits idiots. C'est ça, Tom, c'est... commença Stu.
Ils m'ont chassé, le coupa Tom d'une voix douce et plaintive. Ils ont chassé Tom de sa jolie maison, et ils lui ont dit de se mettre en route avec ses pieds. Stu s'essuya les yeux d'une main tremblante. Il regarda Nick, mais il voyait deux Nick, trois même. Nick, je ne sais pas si je peux terminer, dit-il d'une voix à peine audible. Nick regarda Ralph qui secouait la tête, pâle comme un linge. Termine, dit Tom, et le son de sa voix surprit tout le monde. S'il te plaît, ne me laisse pas dans le noir. Stu fit un effort pour continuer. Tom, tu sais de quoi a l'air la pleine lune? Oh oui, elle est grosse et toute ronde. Oui, c'est cela, pas une demi-lune, hein, une lune toute ronde. C'est ça. Alors, lorsque tu verras cette grosse lune ronde, tu repartiras vers l'est. Tu reviendras chez nous. Tu reviendras chez toi, Tom. Oui, quand je la verrai, je vais revenir. Je vais revenir chez moi. Et quand tu reviendras, tu marcheras la nuit et tu dormiras le jour. Je marcherai la nuit et je dormirai le jour. C'est ça, Tom. Et tu te cacheras bien pour que personne ne te voie. Oui, personne. Mais quelqu'un pourrait quand même te voir, Tom. Oui, quelqu'un pourrait. Et si quelqu'un te voit, tue-le. Tue-le, répéta Tom après une hésitation. Et s'ils sont plusieurs, tu cours. Cours, répéta Tom, plus sûr de lui. Mais essaye bien de ne pas te faire voir. Est-ce que tu peux tout répéter depuis le début? Oui. Revenir à la pleine lune. Pas la demi-lune, pas la lune presque ronde. Et marcher la nuit, dormir le jour. Ne laisser personne me voir. Si quelqu'un me voit, le tuer. Et si plusieurs personnes me voient, courir. Mais essayez de ne pas me faire voir. C'est très bien, Tom, dis-tu. Maintenant, tu vas te réveiller dans quelques secondes. Tu es d'accord? D'accord. Quand je parlerai de l'éléphant, tu te réveilleras. Tu es d'accord? D'accord. Stu se rassit en poussant un long soupir. Merci, mon Dieu, c'est fini. Nick approuva du regard. Tu te doutais que ça pourrait arriver, Nick? Nick secoua la tête. Et comment peut-il savoir ces choses? Nick fit un geste dans la direction de son bloc-notes. Stu le lui tendit, heureux de s'en débarrasser. Ses doigts avaient maculé de sueur la page où Nick avait écrit son script, au point qu'elle était presque devenue transparente. Nick écrivit quelque chose et rendit le bloc à Ralph, qui lut le message en remuant lentement les lèvres, puis passa le bloc à Stu. Les fous et les retardés ont parfois été considérés dans le passé comme des hommes investis de pouvoirs divins. Je ne crois pas qu'il nous ait dit quoi que ce soit qui puisse nous être utile en pratique, mais il m'a fait drôlement peur. Il a parlé de magie. Comment combattre la magie? Ça me dépasse complètement, marmonna Ralph. Ces choses qu'il a dites sur Mère Abigail, je ne veux même pas y penser. Allez, réveille-le, Stu, et partons d'ici aussi vite que possible. Ralph était au bord des larmes. Stu se pencha en avant. Tom? Oui? Tu voudrais voir un éléphant? Tom ouvrit aussitôt les yeux et regarda autour de lui. Moi, je vous avais bien dit que ça marcherait pas. Oh putain, non! Tom dort pas au milieu de la journée. Nick tendit une feuille de papier à Stu, qui y jeta un coup d'œil, puis s'adressa à Tom. Nick dit que tu as très bien réussi. Ah bon? Je me suis mis debout sur la tête, comme l'autre fois? Avec un petit pincement de honte, Nick se dit en lui-même. Non, Tom, cette fois, tu as fait des tours bien plus fantastiques. Non, répondit Stu. Tom, nous sommes venus te demander si tu pouvais nous aider. Oh, moi? Aider? Oh, sûr que oui, j'aime beaucoup aider. Mais c'est dangereux, Tom, reprit Stu. Nous voulons que tu partes à l'ouest, puis que tu reviennes et que tu nous dises ce que tu as vu. Oh, d'accord, pas de problème, fit Tom sans la moindre hésitation. Mais Stu crut voir une ombre fugace traverser son visage et s'attarder quelque temps derrière ses yeux bleus naïfs. C'est quand? Reprit Tom. Stu posa doucement la main sur le cou de Tom et se demanda ce qu'il pouvait bien faire ici. Comment y voir clair quand on n'est pas Mère Abigail, quand on n'a pas une ligne directe avec le ciel? Très bientôt, dit-il doucement. Oui, très bientôt. Lorsque Stu revint à son appartement, Franny était en train de préparer le dîner.
Harold est venu, dit-elle. Je lui ai demandé de rester dîner, mais il n'a pas voulu. Ah bon, dis-tu. Elle le regarda de plus près. Mais mon cher Stuart Redman, quelle mouche vous a piqué? Une mouche nommée Tom Cullen, répondit-il, et il lui raconta. Mais qu'est-ce que ça veut dire demanda Fran quand ils s'assirent pour dîner. Son visage était pâle et elle n'avait plus d'appétit. Distraite, elle poussait machinalement la nourriture dans son assiette. Je veux bien être pendue, si je le sais, dis-tu. C'est une sorte de voyance, sans doute. Je ne vois pas pourquoi nous devrions nous étonner que Tom Cullen ait des visions sous hypnose, après les rêves que nous avons tous faits en venant ici. Si ce n'est pas de la voyance, alors je n'y comprends plus rien. Mais il paraît si lointain aujourd'hui, du moins pour moi, dit Fran. Pour moi aussi, répondit Stu, qui se rendit compte qu'il jouait lui aussi avec sa nourriture. Écoute, Stu, je sais que nous avons décidé de ne pas parler des affaires du comité, en dehors des réunions, si possible. Tu disais que nous nous disputerions tout le temps, et tu avais probablement raison. Je n'ai pas dit un mot quand tu t'es transformé en super flic après le 25. Je me trompe pas. Non, tu n'as rien dit, dis-tu. Mais je dois te demander si tu crois toujours qu'envoyer Tom Cullen à l'ouest est une bonne idée, et après ce qui s'est passé cet après-midi. Je ne sais pas, répondit-il. Il repoussa son assiette. Il n'y avait pratiquement pas touché. Il se leva, s'approcha du buffet et prit un paquet de cigarettes. Il ne fumait plus que 2 ou 3 cigarettes par jour. Il en alluma une, avala une bonne bouffée, sentit l'âcre fumée du tabac pénétrer au fond de ses poumons. Côté positif, reprit-il, son histoire est suffisamment simple et plausible. Nous l'avons chassé parce qu'il était idiot. Personne ne pourra lui ôter cette idée de la tête. Et s'il revient, nous pourrons l'hypnotiser. Il part au quart de tour, et il nous dira tout ce qu'il a vu. Les choses importantes et les choses insignifiantes. Il est possible qu'il soit finalement un meilleur observateur que les autres, et pour ma part j'en suis même sûr. Oui, s'il revient, dit Fran. Oui, si, dis-tu. Nous lui avons dit de marcher uniquement la nuit et de se cacher le jour quand il reviendra à l'est. S'il voit plusieurs personnes, il doit s'enfuir, mais s'il n'est vu que par une seule, il doit la tuer. Oh, tu n'as pas fait ça? Ah, bien sûr que si, répondit-il, d'une voix où pointait la colère. Ce n'est pas un jeu d'enfant de cœur, Franny. Tu sais ce qui va arriver à Tom, ou au juge ou à Dinah, s'ils se font prendre là-bas. Si tu ne le sais pas, pourquoi étais-tu contre cette idée quand on en a parlé la première fois? Oh, d'accord, répondit-elle d'une voix calme. D'accord, Stu. Oh non, je ne veux pas de tes d'accord, s'exclama-t-il, en écrasant furieusement la cigarette qu'il venait d'allumer dans un cendrier de terre cuite, projetant en l'air un petit nuage d'étincelles. Plusieurs atterrirent sur le revers de sa main, et il les fit tomber d'un geste brusque, sauvage. Oh, je ne suis pas d'accord, reprit-il. On ne peut pas envoyer un pauvre débile se battre pour vous. On ne peut pas pousser les gens comme des pions sur un putain d'échiquier. On ne peut pas donner l'ordre de tuer comme un boss de la mafia. Mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Je ne sais tout simplement pas. Si nous ne découvrons pas ce qu'il prépare, toute la zone libre risque de s'évaporer un beau jour de printemps dans un énorme champignon atomique. Non, d'accord, dit Fran, je suis d'accord. Il serra lentement les poings. Oh, je me suis mis en colère, excuse-moi. Tu n'y es pour rien, Fran. Ne t'en fais pas, dit-elle. Ce n'est pas toi qui as ouvert la boîte de Pandore. Oh, je sais, nous sommes tous en train de l'ouvrir, fit-il d'une voix morne, en prenant une autre cigarette dans son paquet. En tout cas, quand je lui ai donné cette... comment appelles-tu ça? Quand je lui ai dit de tuer ceux qui se mettraient en travers de son chemin, j'ai eu l'impression qu'il fronçait les sourcils. Ça n'a pas duré longtemps, je ne sais même pas si Ralph et Nick l'ont vu, mais moi j'ai eu l'impression qu'il se disait « D'accord, je comprends ce que vous voulez dire, mais je prendrai tout seul ma décision le moment venu. » Moi, j'ai lu qu'on ne pouvait pas forcer quelqu'un sous hypnose à faire quelque chose qu'il refuserait de faire éveillé. Le sujet hypnotisé refuse d'enfreindre son code moral simplement parce qu'on lui dit de le faire. Oui, sûrement, dis-tu en hochant la tête. J'y pensais, justement. Mais qu'est-ce qui va se passer si Flag a posté des sentinelles tout le long de sa frontière? Moi, c'est ce que je ferais à sa place. Et si Tom tombe sur des sentinelles en allant vers l'ouest, son histoire lui donnera une bonne couverture. Mais quand il reviendra, il faudra qu'il tue, ou bien il sera tué. Et si Tom ne veut pas tuer, il est fichu. Tu t'inquiètes peut-être un peu trop, dit Fran.
Je veux dire, s'il y a effectivement des sentinelles, elles seront nécessairement très éloignées les unes des autres, tu ne crois pas? T'as peut-être raison, dis-tu. Un homme tous les 80 kilomètres à peu près, à moins qu'ils soient 5 fois plus nombreux que nous. Bon, dit Fran, sauf s'ils ont déjà installé du matériel très perfectionné, radar, infrarouge et tous ces trucs qu'on voit dans les films d'espions. Est-ce que Tom pourrait passer à travers? Ah, j'espère, dis-tu. Oui, mais tu as mauvaise conscience, dit-elle doucement. Ah, tu crois? Eh bien, oui, peut-être. Mais Harold, qu'est-ce qu'il voulait? Il a laissé des cartes topographiques des secteurs où son comité des recherches a essayé de retrouver Mère Abigail. Harold travaille aussi à l'enfouissement des cadavres. Il avait l'air très fatigué. Mais ses fonctions officielles n'expliquent pas tout. On dirait bien qu'il fait des folies avec son corps. Qu'est-ce que tu racontes? Demanda Stu. Mais Harold s'est trouvé une femme, dit Fran. Stu haussa les sourcils. Ah, ce serait pour ça qu'il n'a pas voulu rester à dîner. Est-ce que tu sais de qui il s'agit? Il leva les yeux au plafond. Attends, laisse-moi réfléchir. Voyons, avec qui Harold pourrait-il copuler? Attends un peu. Tu as de ces expressions, dit Fran. Et qu'est-ce que tu crois que nous faisons, nous? Elle lui donna une petite tape et il recula en souriant. Bah, on s'amuse bien, non? Bon, allez, j'abandonne. Qui est-ce? Nadine Cross, dit Fran. La femme avec les mèches blanches? Oui, exactement. Bigre, fis-tu. Elle doit bien être 2 fois plus âgée que lui. Alors là, je doute qu'Harold s'en soucie à ce stade de leur relation. Est-ce que Larry est au courant? Demanda Stu. Oh, je ne sais pas, ça m'est égal, dit Fran. Nadine n'est plus avec Larry maintenant, si elle l'a jamais été. Mouais, fit Stu. Il était heureux qu'Harold se soit découvert une modeste vocation de Casanova, mais le sujet ne l'intéressait pas démesurément. Et qu'est-ce qu'Harold pense des activités du comité des recherches? Reprit Stu. Il t'a donné des idées? Oh, tu connais Harold, dit Fran. Il sourit beaucoup, mais il n'est pas de nature très optimiste. C'est sans doute pour ça qu'il passe tout son temps à enfouir des cadavres. On l'appelle Faucon maintenant, tu savais? Ah bon? Fis-tu? Oui, je l'ai appris aujourd'hui, dit Fran. Je ne savais pas de qui il parlait, alors j'ai demandé. Elle réfléchit un instant, puis éclata de rire. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Demanda Stu. Elle tendit ses jambes devant elle. Elle avait aux pieds des chaussures de sport dont les semelles étaient zébrées de lignes et de cercles. Il m'a complimenté sur mes godasses, dit-elle. Tu ne trouves pas ça un peu dingue? C'est toi la dingue, dis-tu. Harold se réveilla juste avant l'aube, avec une douleur sourde, mais pas du tout désagréable dans le bas-ventre. Il frissonna un peu en se levant. Il faisait nettement plus frais le matin, même si l'on était encore le 22 août et que l'automne ne serait là que dans un mois. Mais ça chauffait sous son nombril, oh oui. Le simple fait de regarder la courbe délectable de ses fesses, dans cette minuscule culotte transparente, tandis qu'elle dormait, le réchauffa considérablement. Elle ne dirait sûrement rien s'il la réveillait, ou plutôt elle dirait peut-être quelque chose, mais il n'y verrait pas d'objection. Il ne savait toujours pas vraiment ce qu'il y avait au fond de ses yeux sombres, et il avait un peu peur d'elle. Plutôt que de la réveiller, il s'habilla rapidement. Il ne voulait pas trop traîner près de Nadine, même s'il avait furieusement envie d'elle. Ce qu'il voulait, c'était trouver un endroit où réfléchir tout seul. Il s'arrêta à la porte, complètement habillé, ses bottes à la main. La fraîcheur presque glaciale de la chambre et le prosaïsme de l'habillage lui avaient ôté toute envie. Il planait une odeur dans la pièce, et cette odeur n'était pas des plus ragoûtantes. Ce n'était qu'une petite chose, avait-elle dit, une petite chose dont il pouvait se passer. C'était peut-être vrai. Elle savait faire avec sa bouche et ses mains des choses presque incroyables. Mais si ce n'était qu'une si petite chose, pourquoi la pièce était-elle imprégnée de cette odeur vaguement aigrelette qu'il associait au plaisir solitaire de toutes ces mauvaises années? Oh, tu veux peut-être tout gâcher? Quelle pensée troublante! Il sortit sans faire de bruit et referma doucement la porte derrière lui. Nadine ouvrit les yeux au moment où la porte se fermait. Elle s'assit, regarda pensivement la porte, puis se recoucha. Son corps lui faisait mal, parcourut de lentes poussées de désir qui ne trouvaient pas leur exutoire. On aurait presque dit des douleurs menstruelles. Ce n'était qu'une si petite chose, pensa-t-elle, sans savoir que ses idées étaient si proches de celles d'Harold. Mais pourquoi se sentir ainsi? À un moment, la nuit dernière,
Elle avait dû se mordre les lèvres pour étouffer son cri. « Arrête de tourner autour du pot et défonce-moi avec ton truc. Tu m'entends? Défonce-moi, bourre-moi jusqu'à ce que j'éclate. Tu crois que ça me fait quelque chose, ce que tu fabriques? Allez, défonce-moi, pour l'amour de Dieu, ou au moins pour le mien, et finissons-en avec ces jeux stupides. » Il était couché, la tête entre ses cuisses, et poussait d'étranges grognements de plaisir, des bruits qui auraient pu être comiques s'ils n'avaient pas été si sincères, si proches de la sauvagerie. Elle avait levé les yeux, ravalant ces mots qui tremblaient derrière ses lèvres, et elle avait vu, ou avait-elle seulement cru, un visage à la fenêtre. En un instant, le feu de son propre désir s'était éteint, étouffé sous une couche de cendres froides. C'était son visage qui souriait férocement en la regardant. Un hurlement avait monté dans sa gorge, puis le visage avait disparu. Le visage n'était plus qu'un jeu d'ombre sur la vitre noircie, maculée de traînées de poussière. Rien de plus que le croque-mitaine qu'un enfant s'imagine voir dans le placard, ou sournoisement pelotonné derrière le coffre à jouets dans le coin de sa chambre. Rien de plus. Mais non, c'était bien plus. Et même maintenant, dans les premières lueurs froides et rationnelles de l'aube, prétendre le contraire aurait été impossible, voire dangereux. C'était lui tout à l'heure, et il lui avait lancé un avertissement. Le futur époux surveillait sa promise, et la fiancée déflorée serait la mariée éconduite. Les yeux au plafond, elle réfléchissait. Je le suce, mais je suis toujours vierge. Je le laisse me la mettre dans le cul, mais je suis toujours vierge. Je m'habille pour lui comme une putasse de dernière catégorie, mais c'est très bien ainsi. C'est assez pour vous demander quelle sorte d'homme pourrait bien être votre fiancé. Nadine regarda longtemps le plafond, très longtemps. Harold se fit un café, l'avala d'un trait avec une grimace, puis sortit sur le perron pour manger les 2 gaufres qu'il avait fait réchauffer sur le gaz. Le jour se levait paresseusement. Rétrospectivement, ces dernières journées lui avaient donné l'impression d'un fantastique défilé de carnaval. Ce n'était qu'un tourbillon de camions orange, de Veyzac qui lui donnait des tapes sur l'épaule, de gens qui l'appelaient Faucon. Ils l'appelaient tous ainsi à présent. De cadavres en flots verdâtres incessants, puis ce maelstrom tout aussi incessant de sexe cochon quand il rentrait chez lui. Assez pour vous faire tourner la tête. Mais maintenant, assis sur les marches du perron, aussi froide que le marbre d'une pierre tombale, une tasse d'horrible café gargouillant dans son ventre, il réfléchissait en mâchonnant ses gaufres qui avaient pris un arrière-goût de sueur de bois. Il se sentait l'esprit clair, sain, après une saison de folie. Et il se dit que pour une personne qui s'était toujours prise pour l'homme de Cro-Magnon, perdu au milieu d'un troupeau braillard de néandertaliens, il n'avait vraiment pas beaucoup réfléchi ces derniers temps. On l'avait mené, pas par le bout du nez, mais par le bout du pénis. Il tourna les yeux pour regarder les monts Flatiron, et l'image de Franny Goldsmith lui vint à l'esprit. C'était Franny qui était entrée chez lui ce jour-là, il en était sûr maintenant. Il avait trouvé un prétexte pour se rendre à l'appartement où elle vivait avec Stu, dans l'espoir de jeter un coup d'œil sur ses chaussures. Coup de chance, elle portait les chaussures de sport qui avaient laissé cette empreinte dans son sous-sol. Des cercles et des lignes au lieu du motif habituel, quadrillé ou zigzag. Plus de doute, ma petite. Les fils de l'écheveau se démêlaient assez bien, finalement. D'une manière ou d'une autre, elle avait découvert qu'il avait lu son journal. Il avait dû laisser une tache ou une marque sur une page, même peut-être plusieurs. Et elle était venue chez lui, à la recherche de quelque chose qui lui indique ce qu'avait été sa réaction lorsqu'il avait lu ses confidences. Quelque chose d'écrit, par exemple. Naturellement, il y avait son registre, mais elle ne l'avait pas trouvé, il en avait la conviction, car son registre disait noir sur blanc qu'il avait l'intention de tuer Stuart. Si elle l'avait lu, elle en aurait parlé à Stu, et même si elle ne l'avait pas fait, elle n'aurait sans doute pas pu être aussi détendue et naturelle avec lui qu'elle l'avait été hier. Il termina sa dernière gaufre en grimaçant, elle était déjà froide. Puis il décida d'aller à pied à la gare routière plutôt que de prendre son vélo. Teddy Veyzac ou Norris pourraient le raccompagner chez lui en rentrant. Il ferma jusqu'au menton son blouson pour se protéger du froid qui, dans une heure, aurait disparu. Il passa devant des maisons vides aux rideaux fermés, et 6 pâtés de maisons plus loin, rue Arapaho, il commença à voir des X tracés à la craie sur toutes les portes. C'était son idée, une fois de plus. Le comité des inhumations avait visité toutes les maisons marquées d'une croix et évacué les cadavres qui pouvaient s'y trouver. Un X, une croix sur ces gens qui avaient vécu dans ces maisons, partis à tout jamais.
Dans un mois, il y aurait des X partout à Boulder, marquant la fin d'une époque. C'était le moment de réfléchir, et de réfléchir bien. Il avait l'impression d'avoir cessé de réfléchir depuis qu'il avait rencontré Nadine, mais peut-être avait-il cessé bien avant. J'ai lu son journal parce que j'avais mal et que j'étais jaloux, pensa-t-il. Puis elle est rentrée chez moi, probablement pour lire mon journal, mais elle ne l'a pas trouvé. Le choc qu'il avait ressenti, à savoir que quelqu'un était rentré chez lui, avait peut-être été une revanche suffisante. En tout cas, il avait accusé le coup, et très fort. Peut-être était-il quitte à présent. Il n'avait plus vraiment envie de Franny. Mais vraiment? Tout à coup, il sentit la braise de la rancœur rougeoyer dans sa poitrine. Il n'avait peut-être plus envie d'elle, mais cela ne changeait rien au fait qu'il l'avait exclue. Nadine ne lui avait pas dit grand-chose sur les raisons qui l'avaient poussée vers lui, mais Harold se doutait qu'elle s'était sentie exclue, elle aussi, rejetée, chassée. Elle et lui étaient devenus des exclus, et les exclus complotent. Peut-être est-ce la seule chose qui les empêche de devenir fous? Souviens-toi de noter ça dans ton registre, pensa Harold. Mais il était presque arrivé. Il y avait toute une armée d'exclus de l'autre côté des montagnes, et lorsque suffisamment d'exclus se réunissent au même endroit, une osmose mystique se produit, et vous devenez membre du groupe. Du groupe où il fait chaud. Et ce n'est qu'une petite chose d'être à l'intérieur du groupe où il fait chaud, mais en réalité c'est une très grande chose, presque la plus importante au monde. Peut-être ne voulait-il pas qu'il soit quitte, peut-être ne voulait-il pas le match nul pour poursuivre une carrière dans un tombereau de la mort version XXe siècle, recevoir des lettres imbéciles de remerciements pour ses idées et attendre 5 ans que Batman se retire de leur précieux comité pour lui laisser la place. Et s'il décidait à nouveau d'en choisir un autre? C'était parfaitement possible, car ce n'était pas seulement une question d'âge. Ils avaient choisi ce foutu surmuet qui n'avait que quelques années de plus qu'Harold. La braise de la rancœur ne rougeoyait plus, elle était blanche à présent. Réfléchir, bien sûr, facile à dire, et même parfois à faire, mais à quoi bon réfléchir lorsque tout ce que vous obtenez de ces néandertaliens qui mènent le monde est un hennissement idiot, ou pire, une lettre de remerciement? Il arriva à la gare routière. Il était encore tôt et personne n'était arrivé. Sur la porte, une affiche annonçait une autre assemblée publique le 25. Assemblée publique? Masturbation collective, plutôt. La salle d'attente était festonnée d'affiches exotiques, d'annonces Greyhound et de photos d'énormes autobus ventrus traversant Atlanta, New Orleans, San Francisco, Nashville. Il s'assit et regarda d'un œil aussi froid que l'air du matin, les flippers éteints, le distributeur de coke, la machine à café, qui débitait aussi une soupe chaude qui sentait vaguement le poisson pourri, et il alluma une cigarette et jeta l'allumette par terre. Ils avaient adopté la Constitution. Oh, youpi, retenez-moi, c'est trop, j'en peux plus. Ils avaient même chanté l'hymne national, copieusement arrosé de mélasse, nom de Dieu. Mais supposez qu'Harold se soit levé, pas pour faire quelques suggestions constructives, mais pour leur dire ce qu'était vraiment la vie dans cette première année de l'époque post-grippe. Mesdames et messieurs, je m'appelle Harold Lauder, et je suis là pour vous dire qu'il ne faut jamais perdre de vue l'essentiel. Les petits sont bouffés par les gros, disait le vieux Darwin. La prochaine fois que vous vous levez pour chanter l'hymne national, chers voisins et amis, fourrez-vous bien ça dans le citron. L'Amérique est morte, morte et enterrée, aussi morte qu'Elvis Presley, que Marilyn Monroe et Harry Truman. Mais les principes que vient de nous exposer M. Darwin sont toujours parfaitement vivants, aussi vivants que le fantôme de l'opéra à sa belle époque. Pendant que vous méditez sur les beautés de l'ordre constitutionnel, prenez quelques instants pour méditer sur Randall Flagg, l'homme de l'Ouest. Je doute beaucoup qu'il ait du temps à prendre avec des niaiseries comme les assemblées publiques, les ratifications et les discussions sur la vraie signification du mot pêche au sens démocratique ou libéral. Au lieu de perdre son temps, il s'intéresse à l'essentiel, au monde selon Darwin. Il se prépare à essuyer avec vos cadavres le grand comptoir de Formica de l'univers. Mesdames et messieurs, permettez-moi de suggérer modestement que pendant que nous sommes en train d'essayer de remettre l'électricité en marche, pendant que nous attendons qu'un médecin découvre notre jolie petite ruche, il est peut-être en train de chercher quelqu'un qui sache piloter pour pouvoir commencer à survoler Boulder dans la meilleure tradition de Francis Gary Powers. Tandis que nous nous penchons sur la question brûlante de savoir qui sera membre du comité de nettoyage des rues, il a probablement déjà constitué un comité de nettoyage des fusils,
sans parler des mortiers, des missiles et peut-être même des armes bactériologiques. Naturellement, nous savons qu'il n'y a pas d'armes bactériologiques dans ce pays. C'est l'une des choses qui en font la grandeur. Quel pays! Ha ha! Mais vous devriez comprendre que pendant que nous essayons de former le cercle avec nos chariots, il... Hé, Faucon! Tu fais des heures supplémentaires? Harold leva les yeux en souriant. Ah oui, pourquoi pas? Répondit-il à Veysac. Et j'ai pointé pour toi quand je suis arrivé. Tu as déjà fait 6 $. Oh, toi, t'es un drôle de numéro, Faucon. Tu sais ça? Répliqua Veysac en éclatant de rire. Oui, c'est vrai, dit Harold. Je suis l'as de pique. Et il se mit à relasser ses gros souliers en souriant.